Bienvenue au cœur du conflit, le podcast pour décrypter, comprendre et gérer vos conflits avec stratégie. Avec Karine Gava et le cabinet Resolveco, votre expert en gestion de conflits, conseils, Bonjour coaching et bienvenue et dans ce médiation. nouvel épisode d'Au cœur du conflit. Aujourd'hui, le glissement progressif qui transforme un conflit ordinaire en situation de harcèlement. Comment il se passe ? Pourquoi on le rate ? Et ce que ça change radicalement dans la manière d'intervenir. Dans cet épisode d'Au cœur du conflit, nous allons mettre en lumière les 13 erreurs de lecture qui permettent à ce glissement de s'installer, les 5 faux réflexes qui aggravent quand on se trompe d'outil, et les repères concrets pour ne pas rater la seule fenêtre d'intervention qui compte vraiment. Et je vous donnerai à la fin une action concrète pour commencer à désamorcer la situation avant qu'elle ne soit irréversible. Si vous êtes en conflit, ou si le sujet vous intéresse, écoutez jusqu'au bout. Vous y trouverez des clés essentielles. C'est parti. Alors le glissement, pourquoi on ne le voit pas venir ? Eh bien, il y a une idée très répandue sur le harcèlement au travail, c'est l'idée qu'il arrive d'un coup. Qu'un matin, qu'un jour, quelque chose bascule, qu'un événement précis marque la rupture. Avant, ça allait, après, ça ne va plus. Cette idée, elle est fausse, et bien souvent elle peut être dangereuse, parce qu'elle nous fait attendre quelque chose qui ne vient pas. Elle nous fait guetter un signal clair, une preuve évidente, un fait tellement net qu'il sera impossible de l'ignorer. Et pendant qu'on attend ce signal, quelque chose se construit, quelque chose se solidifie, quelque chose qui aurait pu être stoppé si on avait su le voir. La réalité du harcèlement au travail, c'est le glissement. Le glissement, c'est ce mouvement progressif, souvent imperceptible, qui transforme un conflit ordinaire en quelque chose de profondément différent. Une tension qui devient récurrente, un malaise qui s'installe, une personne qui commence à modifier son comportement pour éviter quelqu'un, pour survivre à une interaction, pour ne plus avoir à subir quelque chose qu'elle ne sait pas encore nommer. Ce glissement, il ressemble à une succession de petites choses. Un climat qui change imperceptiblement, des remarques qui reviennent, un ton qui se durcit, une personne qui se replie, des échanges qui deviennent plus secs, plus froids, plus nerveux, un malaise diffus que personne ne sait encore tout à fait mettre en mots. Et c'est précisément là que tout se joue. Parce que ce malaise n'est pas encore net, parce qu'il ne ressemble pas encore à ce qu'on imagine quand on pense au mot harcèlement. Beaucoup de personnes commettent la même erreur. Elles attendent que ce soit clair. Le problème, c'est que dans ces situations, attendre que ce soit parfait, attendre que ce soit très clair, c'est souvent attendre trop longtemps. Retenez cette phrase. Elle est au cœur de tout ce que nous allons développer aujourd'hui. Avant d'entrer dans les erreurs du début, il faut poser une distinction fondamentale, parce que c'est elle qui va conditionner toute votre lecture de la situation. Et si vous ne la posez pas clairement, vous risquez de vous tromper d'outil, avec des conséquences parfois graves. Il est important de connaître la distinction fondamentale entre conflit, relations dégradées et harcèlement potentiel. Et il y a 3 niveaux, donc, que vous devez apprendre à distinguer. Le premier niveau, c'est le conflit. 2 personnes s'opposent. Il y a du désaccord, des reproches, des malentendus, parfois de la réactivité, de la susceptibilité, une escalade verbale, une lutte de place. C'est désagréable, parfois très tendu. Mais dans ce niveau-là, les 2 personnes restent en capacité d'interaction. Aucune n'a encore totalement renoncé à exister dans la relation. La tension est réelle, mais la possibilité de réguler existe. Le deuxième niveau, c'est la situation relationnelle dégradée. On a dépassé le conflit ordinaire. Il y a déjà des effets psychiques importants. Une personne se sent constamment attaquée, évitée, disqualifiée, humiliée, contrôlée ou isolée. Mais on n'est pas encore dans tous les critères juridiques du harcèlement. On est dans une zone intermédiaire, souvent très douloureuse,
où quelque chose commence à se figer. Le troisième niveau, c'est la situation qui peut relever du harcèlement. On voit se dessiner un schéma stable, répétitif, destructeur. Une asymétrie forte s'est installée. Une personne a largement perdu la capacité de répondre librement. Ses comportements sont devenus des stratégies d'évitement ou de survie relationnelle. Et cette dynamique dure. Ce qui est crucial, c'est que de l'extérieur, ces trois niveaux peuvent parfois se ressembler, surtout au début. Un conflit dur peut ressembler à une relation dégradée. Une relation dégradée peut ressembler à du harcèlement naissant. Et c'est exactement pour cela que les erreurs de lecture sont si fréquentes et si coûteuses. Retenez ceci. Ce n'est pas parce que vous ne savez pas encore dans quel niveau vous êtes que vous pouvez vous permettre de ne rien faire. Ce serait même le contraire. C'est précisément parce que vous êtes dans la zone floue que votre attention est la plus précieuse. Alors les 13 erreurs du début, celles qui coûtent le plus cher. Première erreur, croire que tant qu'on n'est pas sûr, il ne faut rien faire. C'est l'erreur la plus répandue et je la comprends. Elle vient d'une intention honnête, ne pas surréagir, ne pas accuser sans preuve, ne pas dramatiser. Mais elle repose sur une confusion fondamentale. Parce qu'au début d'une situation, la vraie question n'est pas de qualifier. La vraie question est d'observer sérieusement. Regardez ce qui se passe concrètement. Une salariée commence à éviter certaines réunions. Elle met beaucoup plus de temps à répondre à certains mails. Son manager note qu'elle semble tendue dès qu'un collègue précis intervient. Quand on lui demande si ça va, elle répond « Oui, c'est rien ». Dans beaucoup d'équipes, on s'arrête là. On se dit qu'elle est stressée, qu'elle est peut-être plus sensible en ce moment. Et pendant ce temps-là, personne n'essaie vraiment de comprendre. Attention, comprendre ne veut pas dire accuser. Cela veut dire prendre au sérieux. Ce sont deux choses très différentes. Deuxième erreur, banaliser sous prétexte qu'il n'y a pas encore de preuves. Au début, on n'a pas forcément des témoins clairs, une plainte construite, une accumulation de faits bien ordonnés. Mais on peut déjà avoir des indices sérieux de dégradation. Et ces indices, en fait, ils ont de la valeur. Pas une valeur de preuve juridique immédiate, mais une valeur d'alerte. Le problème, c'est que beaucoup de collectifs fonctionnent avec une logique binaire. Soit c'est clairement grave, soit ce n'est rien. Or, le début d'une situation de harcèlement ne ressemble presque jamais à quelque chose de parfaitement évident. Cela ressemble plutôt à une zone trouble. Une personne dit « J'ai l'impression qu'on me cherche ». Une autre dit « Franchement, tu te fais peut-être des idées ». Et le collectif se paralyse dans cette tension. Il faut être meilleur que ça. Non pas en allant trop vite, mais en refusant l'aveuglement confortable. Troisième erreur. Réduire trop vite le problème à une question de personnalité. On dit « Elle est hypersensible, il est brutal ». Mais ce n'est pas méchant. Ce sont deux tempéraments incompatibles. Ces phrases ont un avantage. Elles simplifient tout. Mais elles ont un prix énorme. Elles transforment une dynamique relationnelle ou organisationnelle en portrait psychologique. J'ai déjà fait un épisode là-dessus. Et dès qu'on fait ça, on cesse d'analyser. On commence à étiqueter. Prenons un exemple concret. Un cadre fait régulièrement des remarques très sèches à un collaborateur, toujours devant les autres, toujours avec la même ironie, toujours avec une manière de souligner publiquement ses erreurs. Dans certaines équipes, on entendra très vite « Oui, mais il est comme ça avec tout le monde. Il a un humour particulier. Faut pas le prendre personnellement. » Le problème, c'est que ce type de lecture ne regarde plus l'effet produit. Elle normalise le comportement à partir de la personnalité supposée de celui qui agit. Or,
ce n'est pas parce qu'un comportement est habituel qu'il est bénin. 4e erreur. Psychologiser la personne qui souffre au lieu d'examiner la situation. Quand quelqu'un commence à aller mal, le regard collectif se déplace parfois de ce qu'il subit vers sa manière de réagir. Elle est de plus en plus anxieuse. Il est devenu parano. Elle interprète tout. Il n'arrive plus à prendre de recul. Parfois, ces observations contiennent une part de vérité. Oui, une personne en difficulté peut devenir hypervigilante, peut ruminer, peut interpréter plus fortement certains signes. Mais le problème, c'est quand cette observation devient un prétexte pour ne plus regarder ce qui, au départ, a produit ou aggravé cet état. La bonne question n'est pas « comment est-elle psychologiquement ?» La bonne question est « qu'est-ce qui se passe pour qu'elle en arrive là ?» C'est une différence de direction qui change tout. 5e erreur. Traiter chaque incident comme s'il était isolé. On se dit « ce n'était qu'une remarque, ce n'était qu'une réunion difficile, ce n'était qu'un mail un peu sec. » Et souvent, pris séparément, c'est vrai. Un fait isolé ne suffit pas. Mais le piège, c'est que les débuts d'une situation problématique ressemblent précisément à une succession de petites choses que l'on traite séparément au lieu de les voir ensemble. Un commentaire humiliant ici, une exclusion de réunion là, un ton dévalorisant ensuite, une mise à l'écart plus tard, un sous-entendu sur les compétences, un contrôle plus pesant, une remarque devant les autres. Pris isolément, chaque épisode semble discutable, mais gérable. Pris ensemble, il dessine parfois une dynamique. Et cette dynamique, si personne ne la voit, ne sera jamais traitée à temps. C'est la répétition qui fait la différence. Rappelez-vous toujours de ce mot. Répétition. 6e erreur, vouloir régler trop vite, trop directement, trop à chaud. Beaucoup de managers ont un réflexe honorable. Ne pas laisser pourrir. Ils convoquent immédiatement les deux personnes. Ils demandent de s'expliquer. Ils veulent une clarification rapide. C'est de la bonne intention. Mais au début d'une situation tendue, surtout quand l'asymétrie est déjà là, cette méthode, elle peut être désastreuse. Pourquoi ? Eh bien parce que les personnes ne sont pas au même endroit. Elles n'ont pas la même capacité de parole. Elles n'ont pas la même sécurité intérieure. Résultat, l'une se tait, l'autre se justifie. Et le manager croit avoir agi. En réalité, il a parfois simplement figé davantage la situation. Au début d'une situation comme celle-là, il faut parfois plus de discernement que de confrontation. La confrontation prématurée ne désamorce pas la tension, elle la cristallise. 7e erreur. Penser qu'il faut attendre une plainte pour intervenir. Dans beaucoup d'organisations, tant qu'il n'y a pas de plainte formelle, on reste dans l'observation vague. On considère que ce n'est pas encore une situation. Mais entre le premier malaise et le signalement, il peut se passer des semaines, voire des mois. Et pendant ce temps, la personne s'épuise, le collectif s'adapte, les comportements s'installent, les défenses se rigidifient. Intervenir tôt ne veut pas dire déclencher une machine lourde à la moindre tension. Cela veut dire ne pas confondre absence de plainte et absence de problème. Ces deux choses sont très différentes. 8e erreur. Ne pas distinguer le conflit, la relation dégradée et la dynamique harcelante. On mélange tout. On dit ils sont en conflit, alors qu'en réalité, l'un a déjà renoncé à répondre. Ou au contraire, on dit c'est du harcèlement, alors qu'on est encore dans une interaction très dégradée mais réciproque. Le but est précisément le moment où il faut se poser les bonnes questions. Qui fait quoi à qui dans la durée ?
Qui évite? Qui attaque? Qui peut encore répondre librement? Qui adapte son comportement pour survivre à l'interaction? Ce n'est pas encore le temps de conclure, c'est le temps de discriminer. Et discriminer proprement, ça s'apprend. 9e erreur. Ignorer le rôle du cadre de travail. Au début, on cherche un responsable individuel, c'est humain, mais pas toujours suffisant. Parfois, le cadre lui-même contribue au problème. Une organisation floue, une hiérarchie instable, des rôles mal définis, une surcharge chronique, une culture de l'ironie ou du recadrage public, une valorisation implicite des comportements durs au nom de l'efficacité. Voilà un exemple parlant. Dans un service, un responsable parle sèchement à ses collaborateurs. Il recadre devant les autres, il coupe souvent la parole. Plusieurs personnes disent qu'il est difficile, mais rien n'est fait, parce qu'on considère que c'est un service sous pression et que c'est le fonctionnement historique. Puis un salarié commence à aller mal, puis un autre. Puis quelqu'un finit par signaler. L'erreur du début n'a pas été seulement de ne pas avoir un comportement, c'est d'avoir intégré comme normal un mode de fonctionnement dégradant. Et normaliser le dégradant, c'est l'une des façons les plus efficaces de fabriquer du harcèlement sans le vouloir. 10e erreur. Ne pas garder de traces ni structurer ce qui est observé. Au début, tout le monde reste dans l'informel. On se souvient vaguement d'une scène. On a entendu parler d'un épisode. On a une impression de répétition, mais rien n'est structuré. Le problème, c'est que, sans minimum de chronologie, sans distinction entre les faits, perception et interprétation, tout devient flou. Et quand ça devient flou, deux choses arrivent. Soit on banalise, soit on dramatise. Dans les deux cas, on perd en justesse. Je ne parle pas d'un dossier judiciaire. Je parle d'un minimum d'hygiène de lecture. Qui a observé quoi? Quand? Dans quel contexte? Avec quel effet visible? Y a-t-il déjà eu une alerte? Plus tard, tout le monde regrette de ne pas l'avoir fait. 11e erreur. Confondre loyauté et silence. Dans beaucoup d'équipes, certaines personnes se taisent parce qu'elles pensent protéger le collectif. Je ne veux pas envenimer, je ne veux pas trahir, je ne veux pas me mêler de ce qui ne me regarde pas. Mais ce silence n'est pas toujours protecteur. Parfois, il laisse simplement s'installer ce qui aurait pu être contenu plus tôt. Il ne s'agit pas de transformer tous les collègues en dénonciateurs ou en juges. Il s'agit de rappeler que la passivité peut, dans certaines situations, devenir une forme de contribution involontaire à la dégradation. C'est inconfortable à entendre, et c'est réel. 12e erreur. Vouloir être juste trop tôt, au lieu d'être d'abord rigoureux. Cette erreur, elle touche souvent les responsables les plus consciencieux. Ils veulent être équilibrés, ne pas prendre parti, rester neutres. C'est une bonne intention. Mais au début, la vraie priorité n'est pas encore d'être parfaitement équilibré dans sa conclusion. C'est d'être sérieux dans sa lecture. Être juste ne veut pas dire rester au centre sans bouger. Être juste au début, c'est prendre au sérieux une souffrance sans la transformer en vérité automatique. C'est écouter sans croire aveuglément. C'est ne pas surprotéger, mais ne pas laisser faire non plus. Cette position est exigeante. Elle est plus difficile que les prises de position rapides, mais c'est la seule qui évite à la fois l'aveuglement et l'emballement. 13e erreur. Croire que le début est secondaire. C'est l'erreur la plus structurante de toutes, parce que le début est souvent décisif. Pourquoi ? Eh bien parce qu'à ce moment-là, les rôles ne sont pas encore figés. Les récits ne sont pas encore totalement durcis. La honte n'a pas encore tout envahi. La peur n'a pas encore imposé ses règles. Les camps ne sont pas encore formés. Il reste de la plasticité. Il reste des marges de manœuvre, des espaces d'intervention qui n'existeront plus dans 6 mois. Plus on intervient tard, plus le traitement devra être lourd, conflictuel, coûteux humainement et parfois juridiquement.
plus on intervient tôt, mais avec finesse pour ne pas retomber dans une des erreurs qu'on a citées, plus on a de chances d'éviter la crise ouverte. Gardez cette idée. La plasticité de la crise est votre meilleur allié. Et elle diminue chaque jour où l'on n'intervient pas. Alors peut-être que certaines choses vous paraissent contradictoires dans toutes ces erreurs que je viens de citer. En fait, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Il faut prendre le temps de comprendre, d'observer et bien souvent de questionner. Alors, on y a déjà consacré un épisode. Il existe une forme de glissement particulièrement insidieuse que l'on appelle le harcèlement de représailles. C'est le cas où une dégradation s'installe précisément parce qu'une personne a osé prendre la parole, a exprimé un désaccord, a refusé quelque chose, a signalé un problème, a exercé un droit, et où, en réponse à cet acte de courage, les comportements à son égard ont commencé à se modifier. Ce glissement est particulièrement difficile à repérer au début, parce que la personne qui en souffre peut hésiter à faire le lien, parce que ça lui semble peut-être trop gros à imaginer, parce qu'elle se dit que ce n'est peut-être pas un lien de causalité, parce qu'elle a peur d'être perçue comme quelqu'un qui cherche des problèmes. Et pendant qu'elle doute, la dynamique s'installe. Pour identifier ce glissement spécifique, posez-vous cette question. Est-ce que la dégradation du climat ou du traitement de cette personne a débuté ou s'est accentuée après un événement précis? Une prise de parole, un refus, un désaccord exprimé, un signalement antérieur? Si la réponse est oui, vous avez une piste sérieuse à examiner, sans conclure trop vite, mais sans l'ignorer non plus. Alors maintenant, parlons d'un deuxième niveau d'erreur. Une fois que le glissement a commencé, une fois que la situation s'est dégradée, beaucoup de personnes appliquent les outils du conflit à quelque chose qui n'en est plus un. Et cela produit des dégâts spécifiques, que je veux nommer clairement. Quand on traite une situation de harcèlement comme un conflit, on suppose plusieurs choses implicitement. On suppose que les deux personnes sont en capacité de dialoguer. On suppose que la relation est encore régulable. On suppose que les responsabilités sont partagées ou discutables. Et ces suppositions peuvent être fausses. Premier faux réflexe, créer une fausse symétrie. Dans un conflit, on peut travailler sur une symétrie relative, même imparfaite. Dans une situation de harcèlement, il peut exister une asymétrie forte, hiérarchique, psychologique, relationnelle ou liée à l'état de la personne. Quand on propose par exemple une médiation trop tôt ou un face-à-face direct, on crée implicitement une situation dans laquelle on suppose que les deux personnes sont sur un même plan. Ce n'est pas toujours le cas. Et mettre sur le même plan des personnes qui ne sont pas au même niveau, c'est parfois renforcer l'asymétrie au lieu de la corriger. Une salariée dit qu'elle ne supporte plus les remarques répétées de son manager. Elle dort mal, anticipe chaque réunion avec angoisse. On lui propose rapidement une médiation. Face à son manager, elle minimise, dit que ce n'est pas si grave, n'ose pas dire certaines choses. À la sortie, rien n'est réglé. Et elle se sent encore plus seule qu'avant. Ce n'est pas un échec de la médiation, c'est une erreur de timing et de lecture. Deuxième faux réflexe, aller trop vite vers la relation. Dans les conflits, on travaille la relation. Dans certaines situations de harcèlement, la priorité n'est pas la relation, c'est la protection, la clarification, l'évaluation. Parfois, il faut d'abord stabiliser la situation, sécuriser la personne, comprendre ce qui se passe, avant même d'envisager un travail relationnel. Réparer une relation qui n'est pas encore sécurisée, c'est bâtir sur du sable. Troisième faux réflexe, croire que le problème est uniquement interpersonnel. Dans une entreprise, plusieurs collaborateurs se plaignent à des moments différents d'un même manager. Chaque fois, on traite la situation comme un problème individuel. On propose des échanges,
des ajustements, des discussions. Mais rien ne change vraiment. Pourquoi ? Parce que le problème n'est pas seulement relationnel, il est aussi structurel. Le manager est sous une pression forte. Il reproduit un mode de fonctionnement toléré et l'organisation ne remet pas en question ce cadre. On traite sans transformer. 4e faux réflexe. Vouloir apaiser à tout prix. On veut calmer, éviter l'escalade, préserver l'image. Mais l'apaisement apparent peut être trompeur. Ce qui est apaisé en surface peut continuer à se dégrader en profondeur. Dans certaines situations, ce n'est pas le conflit qu'il faut calmer. C'est le cadre qu'il faut poser, la situation clarifiée, la responsabilité assumée. L'apaisement sans cadre n'est pas une solution. C'est un report. 5e faux réflexe. Éviter l'inconfort de la qualification. Qualifier une situation, c'est inconfortable, parce que ça engage, oblige à agir, peut avoir des conséquences. Alors, parfois, on préfère rester dans le flou. On parle de tensions, de problèmes relationnels, de mauvaise communication. Mais ce flou peut devenir un problème en soi, parce qu'il empêche de poser les bonnes actions. Dire qu'une situation n'est pas un conflit, ce n'est pas dire automatiquement que c'est du harcèlement. Mais refuser de qualifier, c'est parfois éviter de voir. Cela peut vous sembler un peu complexe, et ça l'est effectivement. Je vais essayer de vous donner quelques questions à vous poser pour déterminer quelle peut être la meilleure fenêtre d'intervention dans votre cas. Si vous êtes manager, responsable RH ou simplement quelqu'un qui observe une situation et qui hésite sur ce qu'il doit faire, voici 4 questions concrètes pour vous orienter sans aller trop vite. Première question. Les personnes peuvent-elles réellement se parler librement ? Pas en théorie, en réalité. Sans peur, sans pression, sans autocensure. Si la réponse est non, la médiation directe n'est probablement pas adaptée à ce stade. Deuxième question. La situation est-elle encore régulable par le dialogue ou est-elle déjà trop dégradée ? Si la relation est trop altérée, le dialogue seul ne suffit plus. Troisième question. Est-ce que l'une des personnes adapte en permanence son comportement pour survivre à l'interaction avec l'autre ? Si oui, vous n'êtes plus dans un conflit ordinaire. Quatrième question. Quel serait le risque si je me trompais d'outil ? Cette question est souvent celle qui permet de sortir de l'inaction. Parce que se tromper d'outil, dans ce type de situation, n'est jamais neutre. Et attendre n'est pas sans risque non plus. Alors, quand quelque chose vous inquiète dans une situation, posez-vous ces questions. Qu'est-ce que j'observe réellement et qu'est-ce que j'interprète ? La distinction est fondamentale. Les faits d'un côté, les interprétations de l'autre. Ne mélangez pas les deux. Deuxième question, est-ce un épisode isolé ou est-ce que quelque chose commence à se répéter ? La répétition, vous l'avez compris, c'est le critère central. Troisième question, quels sont déjà les effets visibles sur la personne, sur le travail ou sur le climat ? Parce que les effets parlent souvent avant que les faits soient clairement établis. Quatrième question, qu'est-ce qui, dans le cadre, favorise peut-être cette dégradation ? Regardez toujours au-delà des individus. Cinquième question, qu'est-ce qui se passera si je continue à attendre que ce soit parfaitement évident ? Projetez-vous. Imaginez la même situation dans 3 mois, dans 6 mois. Est-ce que l'attente améliore les choses ou les complique ? Ces questions ne vous donnent pas un diagnostic. Elles vous donnent une orientation. Et souvent, une orientation bien posée au bon moment vaut mieux que la meilleure réponse donnée 6 mois trop tard. Et posez-vous aussi cette question sur votre propre posture. Est-ce que je suis en train de traiter une situation pour ce qu'elle est
ou pour ce que j'aimerais qu'elle soit. Si je propose un dialogue maintenant, est-ce que je sécurise la situation ou est-ce que je prends le risque de l'aggraver? Il faut être très clair en fait sur le point intervenir tôt, qu'est-ce que ça signifie? Parce que c'est souvent mal compris. Intervenir tôt ne veut pas dire lancer une enquête, convoquer tout le monde ou brandir le mot harcèlement à la moindre tension. Ce serait contre-productif. Et dans certains cas, ce serait même dangereux. Intervenir tôt, c'est parfois beaucoup plus simple et beaucoup plus intelligent. C'est poser des questions, c'est documenter, c'est recadrer une pratique sans attendre qu'elle soit répétée 1000 fois. C'est travailler un mode de management avant qu'il ne laisse trop de dégâts. C'est offrir un espace de parole sécurisé à quelqu'un qui semble aller moins bien. C'est sortir du flou sans entrer trop vite dans la guerre des qualifications. Ce qui se joue au début d'une situation, c'est précisément ce que j'appelle la plasticité de la crise. À ce moment-là, les rôles ne sont pas encore figés. Les récits ne sont pas encore totalement durcis. La honte n'a pas encore tout envahi. La peur n'a pas encore imposé ses règles. Les camps ne sont pas encore formés. Il reste donc des marges de manœuvre, des possibilités d'action, des espaces d'intervention qui n'existeront plus 6 mois plus tard. Plus on intervient tard, plus le traitement devra être lourd, conflictuel, coûteux humainement, parfois juridiquement. Plus on intervient tard, plus on risque de faire des erreurs si on choisit la mauvaise intervention. Plus on intervient tôt avec finesse, plus on a de chances d'éviter la crise ouverte. Ce n'est pas que dans votre intérêt. C'est dans l'intérêt de toutes les personnes concernées. Avant de conclure, voici l'action concrète promise. Si vous sentez qu'une situation commence à se dégrader, ne vous demandez pas d'abord « est-ce que c'est du harcèlement ?» Demandez-vous plutôt « qu'est-ce qui est en train de se répéter, de s'abîmer ou de se figer ? Et qu'est-ce que je peux clarifier maintenant sans aggraver ?» Puis faites un reflet et un relevé simple en 3 colonnes. Première colonne, les faits observés. Deuxième colonne, les effets visibles. Troisième colonne, les hypothèses à vérifier, sans conclure trop vite. Ce petit travail, il change énormément de choses. Il évite la banalisation, il évite l'emballement et il prépare une lecture beaucoup plus juste si la situation se dégrade ensuite. 3 colonnes, faits, effets, hypothèses. Commencez maintenant si quelque chose vous préoccupe. Si vous sentez qu'au début d'une situation, quelque chose vous inquiète, mais reste encore difficile à nommer, et que vous n'arrivez pas à démêler tout ça seul, n'hésitez pas à contacter des spécialistes en la matière. Chez Rise of Co, nous proposons des accompagnements personnalisés, en coaching et médiation qui vous aident à lire finement ce qui se joue dans des relations en tension, sans surqualifier, sans minimiser, et sans attendre que la crise soit installée. Pour plus d'informations, le site www.riseofco.fr. Et si vous avez des questions, des situations dont vous aimeriez qu'on parle dans un prochain épisode, eh bien écrivez-nous. Vos questions nourrissent notre réflexion. C'était du conflit au harcèlement. Comprendre le glissement avant qu'il ne soit trop tard. Un épisode d'Au cœur du conflit. Pour aller plus loin, vous pouvez retrouver la transcription de cet épisode et d'autres ressources sur le site www.riseofco.fr. Merci de votre écoute. À très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au cœur du conflit, le podcast qui révèle les angles morts de vos conflits. Pour aller plus loin et débloquer vos situations complexes, retrouvez tous nos accompagnements sur www.riseofco.fr. Rise of Co, votre cabinet spécialiste en gestion de conflits, conseils personnalisés, coaching stratégique et médiation pour vos situations professionnelles, familiales et personnelles. Si cet épisode vous a apporté des clés de compréhension et des outils, abonnez-vous et partagez-le.
Vos questions et vos situations sont les bienvenues. Au cœur du conflit, un podcast Résolve Co.